Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. La commission reprend ses travaux. Je souhaite maintenant la bienvenue à l'organisme de communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel. Comme vous savez, vous disposez de 10 minutes de présentation, mais après, il y aura une période d'échange avec les membres de la commission. Alors, Mme Laouni, bienvenue. Mme Taylor, bienvenue. Mme Laouni, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, merci infiniment de nous recevoir cet après-midi pour, je dirais, une quatrième fois sur le sujet de la laïcité. Samira Laouni, présidente du COR, Communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel, et Myriam Taylor, administratrice du COR. Donc, pour commencer, nous disons d'emblée oui à la laïcité, non à la discrimination. Le nom du COR décrit son programme communication, ouverture et rapprochement interculturel. Le mot-clé est interculturel, car nous rassemblons des gens d'origine et d'appartenance très variés. Nous reconnaissons la nécessité d'adopter de façon consensuelle des règles sociales qui respectent la diversité des Québécois et Québécoises. En effet, pour protéger l'identité québécoise, une identité en constante évolution, il faut favoriser une convergence culturelle de tous sans l'imposer. Un nationalisme se révèle légitime par sa capacité à inclure tous ses citoyens. Il faut donc promouvoir, à notre avis, l'égalité entre les femmes et les hommes, moteur de notre avancement social, la primauté du français, socle de notre société, et les droits et libertés énoncés dans notre charte québécoise que nous avons créée à notre image pour préserver nos traditions. Nous ne comprenons pas pourquoi, puisqu'un consensus semblait s'être dégagé quant à la poursuite de la laïcisation, commencée à la Révolution tranquille, la loi projetée ne s'en tiendrait pas à préciser les jalons nécessaires pour la parfaire. En effet, le COR est très heureux du chapitre 1, l'État du Québec est laïque. 2, la laïcité de l'État repose sur les principes suivants. 1, la séparation de l'État des religions. 2, la neutralité religieuse de l'État. L'égalité de tous les citoyens et citoyennes. Et enfin, la liberté de conscience et la liberté de religion. Donc, nous affirmons haut et fort que la neutralité religieuse de l'État est une condition sine qua non d'une société juste. Mais nous affirmons du même souffle que c'est l'État qui est laïque et non les individus. Quand des sondages révèlent qu'une majorité de Québécois s'opposent au port de signes religieux, ne sommes-nous pas devant un malaise ressenti par certains, parfois importés d'ailleurs, devant des signes religieux qui étaient inhabituels au Québec dans le passé, en particulier le hijab, ce que je porte. En effet, ce que nous percevions sur le terrain vient d'être confirmé par des sondages de Léger Marketing, novembre 2018. Cet embarras est inversement proportionnel au degré de contact avec des immigrants en général, avec des musulmanes en particulier, puisqu'il est nettement plus faible dans les villes que dans les régions où les contacts avec les musulmans sont rares, où on ne connaît de l'islam que les images des actes terroristes par Daesh et Al-Qaïda. Je parie que la majorité des Québécois qui se déclarent pour l'interdiction du foulard musulman ne connaissent pas une seule femme qui le porte. De plus, ces sondages récents révèlent que les personnes en faveur de l'interdiction du port de signes religieux par des enseignants avouent avoir des opinions négatives contre d'autres minorités, par exemple les autochtones et les LGBTQ+. Par ailleurs, les sondages révèlent que les jeunes Québécois accueillent plus facilement cette nouveauté que les plus âgés. Nous risquons qu'ils nous tiennent rigueur d'avoir trahi leur héritage en adoptant une loi discriminatoire. Si une opinion inacceptable se répandait dans la population, imaginons par exemple que l'homosexualité est dérangeante. Un gouvernement ne ferait certainement pas une loi en fonction de cette opinion. Est-ce qu'un préjugé largement partagé équivaut à un fait ? En pratique,
Quand on parle des signes religieux des enseignants, ne nous faisons pas d'illusions. C'est encore du hijab qu'il en est question. Vous qui soutenez cette opinion, que craignez-vous au juste? Que ces enseignantes fassent du prosélytisme? C'est pourtant bien plus difficile d'en faire quand un drapeau rouge est levé, quand mon hijab est vu. C'est-à-dire quand un signe religieux visible sert de mise en garde. De fait, il n'y a jamais eu de plainte. En effet, le prosélytisme contre les religions, rarement perçu comme tel, risque bien plus de s'exercer vu qu'aucun indice ne permet de le détecter. La clause grand-père, qui touchera surtout des enseignantes musulmanes, place celle-ci devant un odieux dilemme. Trahir une partie intégrante de leur identité ou perdre la carrière à laquelle elles s'étaient préparées. L'enseignante qui conserverait son poste grâce à cette clause saurait qu'on la tolère pour ne pas avoir l'odieux devant la population québécoise de la mettre à la porte. C'est l'autonomie financière qui garantit l'autonomie sociale et psychologique. Imposer une loi discriminatoire à une femme équivaudrait en certains cas à la soumettre au patriarcat et ultimement aux oppressions fondamentalistes et par-dessus tout à l'isolement. Jeter un soutien-gorge par-dessus bord ou porter un hijab ressort du même principe de liberté, à mon avis. Certains, en particulier certaines femmes qui se prétendent féministes, s'imaginent que toutes les femmes qui portent le foulard y sont obligées par leur père, frère ou mari. C'est vraiment choquant que ces prétendus féministes jouent ainsi au matriarcat, alors qu'elles dénoncent si bien le patriarcat. Bien sûr qu'une infime minorité ici, au Québec, le porte par soumission. Mais celles qui le portent par choix, doivent-elles l'enlever par soumission? Est-ce que mon foulard, sa kippa, son turban sont vraiment les plus grands problèmes du Québec? Les problèmes de la pénurie de main-d'œuvre, en particulier en éducation et en santé, mais aussi en agriculture, en restauration, en somme, presque partout, ne sont-ils pas plus criants? Alain Soldier, dans Le Devoir, en avril dernier, écrivait « Quelle menace, et je cite, « quelle menace devons-nous contrer? L'immigration? Les religions? N'est-ce pas plutôt les géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, en somme, ce qu'on appelait l'impérialisme culturel américain. Le rôle du gouvernement, un gouvernement du changement, est d'assurer l'égalité des chances à tous, majorité et minorité, femmes et hommes, anciens arrivés et nouveaux arrivants, parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec. Cette égalité des chances est la base de la démocratie. Pour conclure, Monsieur le Président, les Québécois sont renommés pour leur empathie, c'est-à-dire leur capacité à se mettre à la place de l'autre. Avez-vous une idée des sentiments? En fait, ressentiments éprouvés par des jeunes Québécois musulmans nés ici. Par exemple, l'enseignante ou l'étudiante en pédagogie, à qui on dit « tu n'as qu'à enlever ton foulard le temps de ton travail », c'est-à-dire à se dépouiller d'une partie de son identité. J'ai entendu un journaliste éminent dire que ce n'était pas dramatique, ce qui est pour moi dramatique. J'ai aussi lu des lettres dans les journaux disant qu'il n'y avait qu'à demander une dispense à un imam, comme si l'islam fonctionnait avec un pape, comme le catholicisme. Je vais faire un parallèle avec le droit des médecins de ne pas appliquer eux-mêmes l'aide à mourir, si c'est contraire à leurs convictions. Personne ne leur dit qu'ils doivent mettre leurs principes de côté. Nous ne saurions vous dire à quel point nos communautés de confession musulmane ou même seulement de culture se sentent désemparées devant ce revirement de situation. Le message reçu par les musulmans, femmes ou hommes, pratiquants ou non, femmes portant le foulard ou non, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus au Québec. Or, ce n'est sûrement pas le message que le gouvernement désire envoyer. Pour contrer le fondamentalisme, il faut éviter de refouler les croyants dans la sphère privée, c'est-à-dire dans des communautés fermées, soustraites à la critique et à la confrontation avec l'analyse publique et la culture commune.
La liberté de religion, c'est le droit de la pratiquer dans les 3 religions concernées, donc pour les juifs, des sikhs ou des musulmans. L'afficher fait partie de la pratique. Attention, cela n'autorise pas le prosélytisme, en se souvenant que faire du prosélytisme antireligieux, c'est aussi du prosélytisme. Selon la docteure Cécile Rousseau, professeure en psychiatrie et chercheuse, et je la cite, « L'alternative viable à l'intégrisme religieux ou laïque est une laïcité plurielle, où femmes et hommes, porteurs de différentes histoires, sont libres de suivre leur propre voie dans le respect des libertés collectives, tout en exprimant symboliquement leur identité plurielle. » Et avant de passer à la période des questions, je tiens à mentionner la présence derrière nous d'une délégation du Centre culturel islamique de Québec qui n'a pas pu avoir droit au chapitre, qui l'a demandé, mais qui n'ont pas été acceptés pour être entendus. Elles sont là aujourd'hui, présentes avec nous. Merci beaucoup de votre présentation. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Laouni, Madame Taylor, de l'organisme de communication pour l'ouverture et le rapprochement culturel. Et au député de Chaumédé, je crois qu'il était là tout à l'heure parce qu'il vous a invité à venir à la consultation. Même chose, bonjour aux gens qui nous accompagnent du Centre islamique de Québec. Et je tiendrai à dire à Mme Laouni que dans le cadre des invitations, on discute avec l'ensemble des formations politiques et vous comprendrez qu'on entend énormément de groupes, mais que tout le monde peut déposer un mémoire à la commission parlementaire. Alors, j'invite tout citoyen, toute organisation qui a des commentaires sur le projet de loi 21 à pouvoir envoyer au secrétariat de la commission leur opinion, un mémoire ou une lettre, et l'ensemble des membres ici de cette commission parlementaire-là prendront connaissance des opinions et des correspondances qui seront communiquées. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire, le projet de loi 21 vise toutes les religions. D'ailleurs, l'article 2 du projet de loi qui vient instaurer la laïcité de l'État repose sur 4 principes et notamment, ça garantit la liberté de conscience et la liberté de religion. Alors, on ne vise pas une religion en particulier ou une autre, toutes les religions sur le même pied d'égalité. Le rôle de l'État, par contre, c'est de traiter tous les citoyens de la même façon. L'État doit agir d'une façon neutre sur le plan religieux, mais ce n'est pas uniquement la neutralité, c'est parce qu'auparavant, sous le précédent gouvernement, on avait adopté la loi sur la neutralité religieuse de l'État, mais il manquait des bouts pour que ça devienne la laïcité. Alors, on rajoute ces bouts-là. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on interdit dans certaines fonctions particulières de l'État, juges, policiers, agents correctionnels, procureurs, enseignants, directeurs d'école, le fait de porter un signe religieux. Et ça s'applique à toutes les religions. Il n'y a aucune distinction entre les différentes religions. C'est le même traitement pour tous. Et c'est durant un temps qui est limité, c'est uniquement durant la prestation de travail. Alors, comment vous recevez ça, ces explications-là que je vous formule en lien avec l'intention du législateur? Je n'ai aucun doute, Monsieur le ministre, que vous veuillez légiférer pour toutes les religions et traiter tous les citoyens de la même manière. La seule problématique avec ce projet de loi, c'est qu'il est dans son applicabilité est problématique. Parce que quand vous parlez de signes religieux, il y en a qui sont, comme le disait juste avant nous Monsieur Lampran, les signes religieux sont très subjectifs et c'est qui va déterminer est-ce que ce signe religieux est plus visible que l'autre et bien entendu, mon hijab est très visible. Ça va de soi. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est visible qu'il est plus touché qu'une petite croix qui n'est pas visible? Donc, c'est là le problème de légiférer dans ce sens-là. Nous, ce qu'on vient aujourd'hui dire, c'est que le projet de loi 21 est discriminatoire. Et j'explique pourquoi il l'est. Pour moi, arrêter ou interdire l'accès à des emplois pour des individus, pour des citoyens qui s'y sont préparés, qui ont les compétences
et les performances nécessaires requises pour y accéder à cause d'un signe religieux est discriminatoire pour moi. Refuser à une personne quelconque, qu'elle soit juive, sikh, musulmane, n'importe quoi, catholique, n'importe quoi, d'avoir une promotion, c'est venir épaissir son plafond de verre. Nous connaissons très très bien, toutes et tous, ici dans cette enceinte, le plafond de verre qui existe déjà pour les femmes, pour accéder à des postes de direction, à des postes de conseil d'administration, etc. Alors imaginez quand vous venez dire à des enseignantes ou à des enseignants qui n'ont pas le pouvoir de progresser ou d'avoir une promotion dans leur emploi avec ce projet de loi. Quand vous leur dites qu'ils n'ont pas le droit de bouger géographiquement de leur emplacement pour changer, pour une question, je dirais peut-être de meilleure conciliation famille-travail ou pour une meilleure vie, par exemple, que ces personnes-là n'ont pas le droit de bouger d'un secteur à un autre parce qu'elles vont perdre justement le droit d'exercer parce qu'elles avaient la clause grand-père, mais là, elles l'ont plus. Donc, pour nous, le projet de loi 21, avec ses dispositions, est discriminatoire. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres États dans le monde qui interdisent le port de signes religieux pour les policiers, pour les juges? Est-ce que vous pensez que le Québec est unique à ce niveau-là? Monsieur le ministre, je vais vous dire quelque chose de très ressenti, très personnel. J'ai quitté la France, ça fait 21 ans, ça fait pratiquement 22 ans. Je l'ai quitté justement parce que je ne m'y sentais pas citoyenne à part entière, telle que j'étais. Et j'ai choisi le Québec pour m'y sentir citoyenne et pour y donner vie à mes enfants qui sont devenus des citoyens à part entière. C'est pour ça. Donc, comparer le Québec au reste du monde ne m'intéresse pas en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est ma citoyenneté en tant que Québécois, Québécoise. Qu'est-ce qu'on peut ensemble construire pour notre Québec pour qu'il demeure distinct, parce qu'il est distinct. Monsieur le ministre. Je comprends. Mais donc, il y a d'autres États dans le monde aussi, des États occidentaux, qui décident aussi que pour certaines personnes qui exercent une fonction de l'État, qui interdisent le port de signes religieux durant la prestation de travail. Ça existe. Dans votre mémoire à la page 5, vous parlez des intégristes de la laïcité. Qu'est-ce que vous voulez dire par les intégristes de la laïcité? Qui inoculent le virus de la peur à travers le Québec rural, qui ne connaît de l'islam que les images des actes terroristes par Daesh et Al-Qaïda, à travers le Québec rural. Alors, j'ai connaissance de certaines personnes que j'appelle laïcardes, donc des intégristes de la laïcité, qui font le tour du Québec rural pour aller justement, et je le répète, qui parcourent le Québec rural pour inoculer le virus de la peur, dire que les ayatollahs sont en train d'envahir le Québec, on va être envahi d'ici 2000, je ne sais pas quoi, par les musulmans, etc., etc. Et ça, c'est le pire qui puisse exister dans une société. C'est de tolérer des choses pareilles dans une société. Parce que si on parle toujours, et depuis toujours, depuis que je suis ici, on parle de vivre ensemble, c'est pas en ayant des individus pareils qui parcourent le Québec qui va aider notre vivre ensemble. Au contraire, il vient casser notre vivre ensemble, sinon l'envenimer davantage. Monsieur le Président, je suis tout de même curieux. Qui fait ça? Parce que moi, je suis en région, mon comté est en région, mes collègues sont en région aussi. Je serais curieux de savoir... Je pense qu'il y a des institutions étatiques comme le CPRMV qui connaît pas mal les déplacements de certains groupuscules et qui savent comment ça s'agrandit et qui connaissent le danger. Et je laisse ça à la sécurité nationale de s'en servir parce que je suis une simple citoyenne. Qu'est-ce que le CPRMV? C'est le Centre de prévention contre la radicalisation menant à la violence. OK. Et là, il y a des gens qui circulent au Québec et c'est des intégristes de la laïcité. Ah oui. OK.
Puis pourquoi on dit Québec rural versus le Québec urbain? Parce que c'est là que les gens ne sont pas en contact avec les minorités. C'est là où il n'y a pas vraiment de minorité. Et c'est là où on peut aller répondre n'importe quoi parce qu'on n'est pas en contact. Parce que dès lors, on le voit, dès lors qu'on est en contact avec l'autre, dans sa diversité, il n'y a plus de problème. Il y a l'acceptation, il y a le vivre ensemble. Monsieur le Président, écoutez, je ne pense pas qu'il s'agit d'une question géographique à savoir si on est pour ou contre la laïcité, si on est pour ou contre l'interdiction du port de signes religieux en fonction de certaines catégories d'emplois limitées qui exercent une fonction particulière au sein de l'État québécois, incluant les enseignants et les directeurs d'école. Il m'apparaît que sur l'ensemble du territoire québécois, à la fois à Montréal, à la fois à Québec, à la fois à Belleuil, à la fois à Sherbrooke, vous allez retrouver des gens qui sont en faveur de l'interdiction du port de signes religieux. Vous allez retrouver aussi des gens avec l'opinion contraire, qui disent, ben écoutez, non, moi je suis pas en faveur de la loi sur le projet de loi 21. Je pense pas qu'on doit opposer le Québec urbain, si je peux reprendre les termes qui sont utilisés dans le mémoire, et le Québec rural. Le Québec ne forme qu'un tout, et c'est un Québec qui est ouvert, qui s'exprime aussi, mais d'opposer les villes aux régions ou à la ruralité, ça m'apparaît vouloir segmenter le Québec. Et moi, quand je me promène au Québec, je vois que la nation québécoise, elle souhaite progresser, elle souhaite aller de l'avant et elle souhaite que le gouvernement légifère sur la notion de laïcité, de séparer l'État des religions, et que depuis 10 ans, on parle beaucoup de l'interdiction du port de signes religieux. Même chose au niveau des services à visage découvert. Je pense que ça fait consensus dans notre société. Croyez-vous pas que c'est le cas à travers le Québec? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ce n'est pas loin de moi d'opposer le Québec rural au Québec urbain. Ce n'est pas du tout mon intention. Ce que je disais, et les sondages le prouvent, et je vais laisser le soin à ma collègue Myriam de vous expliquer cette différence-là. Peut-être juste avant, Monsieur le Président, je sais que ma collègue de Bellechasse voulait poser une question. Peut-être qu'on pourra y revenir par la suite. Bien, je vais laisser quand même Mme Taylor répondre rapidement, s'il vous plaît. OK. Alors, à la page 20, vous allez voir un tableau, résultat d'un sondage léger qui a été fait par l'organisme pour lequel je travaille, l'Institut canadien pour les identités et l'immigration. Et ce qu'on voit ici, je pense que c'est en partie à ça que Mme Laouni faisait allusion, c'est que plus les gens sont en contact avec les communautés musulmanes, moins ils sont portés à être pour le port l'interdiction des signes religieux, et l'inverse est vrai également. Donc, si vous regardez le tableau, je pense que la tendance est assez claire, ça va dans les deux sens. C'est beaucoup. Et donc, le contact mène à plus d'acceptation, et je crois que c'est en partie ça que Mme Laouni faisait référence. Merci. Merci beaucoup. Je sers la parole à la députée de Bellechasse. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci, Mesdames, d'être là. J'ai une question très brève. En fait, je m'interpelle, je me pose des questions. Vous savez, ça fait plusieurs années, même dizaines d'années qu'on en parle. En 2011, il y a eu un avis qui a été déposé par le statut de la femme qui a été produit en février ou mars 2011, si je ne m'abuse, et qui allait un peu plus loin encore que le projet de loi 21 à ce qui a trait à l'interdiction de porter des signes religieux. Il y avait dans ce rapport l'interdiction pour les agents de l'État et même la recommandation de modifier la Charte québécoise pour consacrer la laïcité de l'État. Ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est que pensez-vous que notre gouvernement devrait faire avec cet avis du Conseil de la femme qui date de quand même pas si longtemps, 2011? Alors, pour ce qui est de l'avis du Conseil du statut de la femme, sous la direction de Mme Pelchat en 2011, quand elle avait déposé son avis sur le port des signes religieux, on était en désaccord.
Et la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, était en désaccord aussi, donc, dont je fais partie, dont je suis membre. Donc, et je ne parle pas avec le chapeau de la FFQ, je parle avec le chapeau du corps, de mon organisme. Donc, on avait écrit un communiqué de presse qu'on avait envoyé en disant qu'on était en désaccord avec le Conseil du statut de la femme. Madame la députée. Oui, Mme Taylor. Le féminisme de ma génération se fondait en partie sur le principe qu'on reconnaît la sagesse de chaque femme de disposer de son propre corps. Et pour moi, c'est très important ici aussi. Et donc, c'est en partie pour ça que nous nous opposons, en tant que femmes féministes, au projet de loi 21. D'accord. Madame la Et députée. je vous remercie. Autre intervention du côté gouvernemental? Monsieur le député de Saint-Jean? Madame la députée de Lay-Plaine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames. Moi aussi, ma question va être brève parce que vous en avez un petit peu parlé, mais j'aimerais que peut-être que vous poussiez un peu davantage dans le projet de loi. Évidemment, il y a une partie qui concerne aussi les enseignantes et les enseignants. Vous en pensez quoi de cette portion du projet de loi? J'ai pas très bien En fait, compris. il y a une portion du projet de loi, évidemment, qui concerne les enseignants et les enseignantes. Donc, l'interdiction pour les enseignants et les enseignantes de porter des insignes religieux. Moi, ma question, je veux que vous mettiez dans la peau des enfants. Vous en pensez quoi, le fait que... Dans la peau des enfants, Oui. je pense que M. Lampron l'a bien expliqué tout à l'heure. Et puis même M. Bouchard l'a expliqué avant nous. Et hier, la CDPDJ l'a expliqué aussi. Je pense que ça prend des études empiriques, des études scientifiques pour démontrer que les enfants sont traumatisés par la vue de signes religieux dans la classe, à longueur de jour. Personnellement, j'ai étudié chez les Sœurs, Notre-Dame des Apôtres au Maroc, et ça ne m'avait pas du tout traumatisé de voir les Sœurs. Au contraire, c'était pour moi les personnes les plus rassurantes, parce que l'enfant est capté par la personnalité de l'enseignant ou de l'enseignante, parce que ce qu'il va lui inculquer, par l'amour qu'il va lui donner et le temps d'écoute qu'il va lui procurer, et non pas par son foulard ou pas foulard ou autre chose, ou tatouage, ou cheveux pink ou rose ou vert. C'est pas ça le plus important pour un enfant, je pense. C'est possible. J'ai parlé à des femmes qui seront directement visées par ce projet de loi. C'est des femmes extraordinaires avec vraiment une vocation d'enseigner au Québec. Si j'avais des enfants d'âge scolaire, je serais vraiment heureuse d'avoir ces femmes-là comme enseignantes pour mes enfants. Elles sont très inquiètes. Elles devront faire des choix déchirants parce que, et je pense que c'est mal compris au Québec, mais il y a certaines religions où le port de signes religieux est requis, et ça fait partie de leur identité, de leur personne. On ne dirait pas à un prof de la communauté LGBTQ qu'il devrait paraître moins gay. Ça serait une aberration. Et c'est la même chose pour ces personnes-là. Et elles sont inquiètes en partie parce que les groupes qui les représentent n'ont pas été invités ici pour les défendre. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, mesdames. On va rester un peu dans le même axe de discussion. Effectivement, récemment, la Fédération des femmes du Québec a résumé un peu sa position et à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure en parlant de « mon corps, mon choix ». Alors, quand vous dites une balance le soutien-gorge puis l'autre porte le hijab, ce sont chacune, dans chaque cas, un cas très personnel et un choix de la femme. Alors, puis on pourrait étendre l'énumération à bien d'autres choses. Alors, moi, je vais effectivement retourner à cette partie du mémoire qui est une question difficile, on va se le dire, là, cette question de l'identité. Parce qu'il y a quelque chose, et le ministre tout à l'heure encore aurait dit, c'est pas grave, entre 9 et 5, enlevez-moi tout ça, puis vous remettrez ça. Comme si l'identité, on l'enlevait, on la remettait. Et là, vous faites référence à d'autres
droits et libertés qui sont protégés, comme l'orientation sexuelle, par exemple, ou la couleur de la peau ne doit pas être un objet de discrimination. Et puis, ça serait bien embêtant, là, si c'était le cas, d'être obligé de se changer le matin de couleur de peau et revenir le soir. Mais ce qui est mal compris, puis je voudrais vous entendre là-dessus, parce que vous avez dit c'est une partie intégrante de notre identité. Et c'est dur enseigner l'identité, c'est dur en parler. Vous en parlez bien, vous dites enlever le hijab ou d'autres, la croix catholique, on va y venir aussi. Et là, on sera dans cette croix catholique, même invisible, à laquelle le ministre et moi faisons référence, mais c'est ingérable parce que c'est invisible. Vous, c'est visible. Alors, évidemment, c'est visible. Je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu une loi si ça avait été juste pour la petite croix catholique invisible. On est tombé on a eu la chance dans la religion catholique d'avoir des signes moins visibles. C'est comme ça. Alors, quand vous parlez de cette identité et que vous dites c'est comme afficher sa foi, ce n'est pas du prosélytisme, puis on banalise ça en disant on enlève et on remet à volonté le signe religieux. Parlez-nous de cette question-là fondamentale de l'identité, la vôtre ou celle d'autres religions. Vous l'avez très très bien dit. L'identité religieuse fait partie d'un ensemble d'identités. Comme je me considère femme, épouse, maman, canadienne, québécoise, de confession musulmane, pratiquante, je porte le voile. Tout ça fait partie de mon identité. Est-ce que quelqu'un peut me demander d'enlever une de ces parties-là, le temps de travailler? Non. C'est impossible. Et je suis d'origine marocaine. Est-ce que quelqu'un va me dire pour 5 minutes, tu ne seras plus marocaine, tu seras juste québécoise? Tu n'auras rien de marocain. C'est pas vrai. C'est un mélange dans moi. C'est intrinsèque. C'est interne. Je ne peux pas m'en dispenser. Je ne peux pas enlever mon hijab le temps. Et je ne suis pas pour autant intégriste, parce que je l'ai entendu dans cette enseigne hier que toutes celles qui ne désirent pas l'enlever étaient intégristes. Je ne le suis pas. Ça fait 22 ans que je suis au Québec. Et puis, je pense que je suis une très, très bonne citoyenne et que je n'ai jamais rien fait de mauvais. Je dirais ça comme ça. Mais pour revenir à la question de l'identité, je pense que la foi est intrinsèque à chaque individu. Elle est très subjective. C'est un cheminement. Il y a autant de musulmanes, si je veux parler de l'islam, il y a autant de musulmanes qui vont avoir la foi et être pratiquantes, mais ne pas porter le hijab. Et il y en a d'autres qui vont commencer par porter le hijab. C'est un cheminement spirituel pour chacune d'entre nous. Et ça ne veut pas dire que l'une est plus musulmane que l'autre et vice-versa. Donc, ça fait partie de l'individu, de la personne, de sa liberté de choix, de sa liberté de conscience et de sa liberté, comment elle détermine son cheminement spirituel. Je pense que c'est très clair et c'est du B à bas. Il faudrait que tout le monde maintenant comprenne cette chose-là au Québec, que c'est intrinsèque, que c'est humain, que c'est individuel, que ça appartient à chaque personne de décider de comment elle se voit et comment elle détermine son identité. Madame la députée, s'il vous plaît. Alors, vous citez d'ailleurs une psychiatre extrêmement intéressante en psychologie interculturelle, une grande psychiatre du Québec qui s'appelle Dr. Cécile Rousseau, qui disait il y a même pas 2 semaines, imposer donc le hijab aussi bien que l'interdire seraient-ils tous deux des gestes liberticides et misogynes? Vous dites pas ça pour rien, là? Tout à fait. Donc, l'imposer, parce que ça aussi, ça circule. Le mari, la famille vous a imposé, vous êtes soumise. Vous avez remarqué que je l'ai mentionné dans ma présentation, qu'il y a une infime minorité qui sont soumises à le porter. Et nous combattons cette soumission-là, nous combattons cette chose-là. Justement, le travail que nous faisons sur le terrain n'est pas seulement de dire le libre choix de le porter, mais nous disons aussi le libre choix de ne pas le porter. Ma position personnelle et la position du corps est très claire là-dessus. C'est la liberté de choix de le porter comme la liberté de choix de ne pas le porter. Et je fais personnellement un travail
extraordinaire, je pense, je me lance des fleurs peut-être, mais je fais beaucoup de travail sur le terrain pour justement faire de la sensibilisation, pour qu'il n'y ait pas d'obligation que des femmes ou des filles le portent. Que ce soit un choix délibéré, réfléchi, ressenti, avec un cheminement individuel, spirituel. Qu'est-ce que vous craignez ou comment vous voyez la suite des choses une fois, parce que vous avez, à la page 9, vous parlez du climat ambiant, vous parlez d'aspects sociaux. Comment vous voyez la suite des choses advenant l'adoption presque intégrale de ce projet de loi? Écoutez, nous savons que le gouvernement est majoritaire, nous savons qu'il a dit qu'il allait aller de l'avant, commission ou pas commission, débat ou pas débat, que tous les intervenants avant moi l'ont souligné encore. Donc, oui, le projet de loi va passer, mais toujours est-il de constater ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain est atroce et c'est une calamité au Québec aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain. Voir les réseaux sociaux, comment ils se déferlent, juste le fait de porter un foulard, qu'est-ce que ça fait comme commentaire qu'on reçoit à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Il faudrait que peut-être que les élus se mettent peut-être à lire nos Facebook pour qu'ils voient, pour qu'ils regardent, pour qu'ils ressentent ce que nous vivons à tous les jours, comme haine, comme rejet, comme xénophobie et comme racisme. Donc, ce n'est pas rien ce qui se passe. Et le Québec, mon choix du Québec, c'est parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est empathique. C'est pour ça que j'y ai choisi d'y enraciner mes branches pour faire mes enfants ici. C'est pour ça que je suis venue au Québec, c'est pour cette empathie et cette bienveillance. Si cette empathie et bienveillance n'existe plus, qu'est-ce qui resterait au Québec? Qu'est-ce qui nous resterait en tant que Québécois? Si on enlève l'humanisme, si on enlève cette notion d'humanité, qu'est-ce qui nous resterait au Québec? C'est la question que je pose à tous les élus et élus avec eux. Vous êtes au Québec depuis 22 ans. Vous avez quitté la France, justement. Vous avez expliqué un petit peu. Maintenant, depuis 22 ans, donc, vous avez regardé l'évolution. Vous êtes passé par toutes sortes de projets de loi, effectivement. Et puis, 22 ans, c'est... M. Bouchard parlait justement de 20 ans où cette discussion sur la laïcité a commencé. Comment vous voyez que s'est développée justement la trame de la discussion, de la discussion nationale, on pourrait dire, autour du sujet de la laïcité? Puis on est où maintenant, là? Malheureusement, c'est devenu légitime d'être islamophobe. C'est devenu illégitime d'être xénophobe. C'est devenu banalisé. C'est du quotidien. C'est normal. Faire des propos haineux, émettre des propos haineux, écrire des propos haineux, certains journalistes qu'ils écrivent des fois sans aucune preuve concrète, tangible, et qui ne donnent même pas le droit de réplique à leur texte, c'est très grave dans une démocratie, dans une terre de liberté, dans une terre de justice, dans une terre de démocratie et de droit. Parce que c'est ça que les nouveaux arrivants viennent chercher, en fait. Alors, quel serait votre espoir d'un meilleur vivre ensemble? Comment on pourrait travailler pour que ça soit moins dramatique que ce que vous décrivez là? Je l'ai toujours dit, à chaque fois que je suis passée dans les commissions parlementaires, je l'ai toujours dit, c'est des campagnes de sensibilisation, d'éducation, de rapprochement, d'entreconnaissance, juste qu'on prenne un thé ensemble et peut-être que ça va complètement démystifier tout. Peut-être moi un thé et puis vous une bière, c'est correct, mais ça sera toujours jaune avec une petite mousse au-dessus. Mais l'important, c'est qu'on se parle. L'important, c'est de se parler. Je pense que le Québec, s'il veut garder sa cabicitude telle qu'elle a toujours été, c'est qu'il revienne à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'humain.
et pour l'humain, il faut des séances de sensibilisation, de formation et d'entreconnaissance. Donc, selon votre lecture des choses et votre expérience des 20 dernières années, nous avons collectivement perdu cette communication plutôt que de l'avoir améliorée? Tout à fait. On l'a complètement perdu parce que tout ce qui était comme non-dit, qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne pouvait pas écrire, avec l'avènement justement des médias sociaux, parce qu'il y a 22 ans, il n'y avait pas les médias sociaux comme ça existe aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Donc, tout ce qui était non-dit, qu'on n'entendait pas, qu'on ne faisait pas circuler, aujourd'hui est devenu tolérable, sinon même acceptable, et par-dessus tout, des fois même avec fierté. Il y en a qui se pètent les bretelles pour dire certaines choses de vraiment haineuses. Et ça, c'est dangereux pour le Québec. Merci, Monsieur le député de Jean-Lesage, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci énormément pour votre sincérité et votre partage. Je voudrais vous entendre sur une question. C'est pas, il y a eu des gens qui ont abordé ce thème-là. Vous l'avez fait aussi, mais si le projet de loi était adopté tel quel, on estime qu'il y aura chez beaucoup de personnes un sentiment d'exclusion. Quelles seront les conséquences, selon vous, de ce sentiment d'exclusion pour l'unité nationale québécoise? Il y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs. L'économiste en moi, avec un doctorat d'économie de la Sorbonne, je pourrais dire que, économiquement parlant, c'est une perte absolue, même financièrement, économiquement parlant, parce que les gens qui vont se sentir exclus, ils auront le choix entre deux choses. Ou rester ici et aller sur le bien-être social, parce que c'est ça leur dernier recours pour vivre, ou aller vivre ailleurs. Dans les deux cas de figure, c'est une perte financière. Ça, c'est du point de vue économique. D'un point de vue de vivre ensemble, il est où notre vivre ensemble que nous chérissons si fort? Il est complètement disloqué. D'un point de vue égalité femmes-hommes, elle est où cette égalité femmes-hommes que nous avons inscrite justement dans notre charte québécoise? Elle est où cette égalité quand on vient dire à une femme qu'elle n'a pas le droit de travailler parce qu'elle porte un signe religieux? Ou un homme aussi. Mais je parle de ma position de féministe. Pour les femmes, c'est encore plus dramatique. Parce que non seulement elles n'accéderont pas à un rêve, mais elles n'accéderont pas à l'autonomie financière qui, elle, mène à l'autodétermination des femmes. Et donc là, on vient, par le fait même, en parlant d'égalité femmes-hommes, on vient la soumettre à un certain patriarcat ou à une dépendance à d'autres personnes qui vont la prendre en charge. Merci. Oui. Je pense que ce qui fait peur à beaucoup de gens de façon tout à fait légitime, c'est la radicalisation, l'intégrisme, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, toutes les religions. Et qu'est-ce qui, selon vous, cause la radicalisation et quelles sont les vraies causes de la radicalisation, en fait? Parce que on a l'impression qu'il y a des gens qui disent « Ah, il faut mettre des limites quelque part parce que sinon il va y avoir la radicalisation. » C'est ce qu'il y a des gens qui disent. Alors, c'est quoi les vraies causes pour démystifier un peu tout ça? Parce que je dois passer je pense que les phénomènes de radicalisation ont été beaucoup déterminés justement par Dr Cécile Rousseau, par le CPRNV, encore une fois. Il y a beaucoup de définitions de la radicalisation, il y a des chiffres, il y a des études empiriques à ce sens-là, que je n'ai pas avec moi aujourd'hui, mais que je pourrais vous transmettre par la suite avec le plus grand plaisir, M. Zenetti. Mais juste vous dire que plus on envoie quelqu'un dans l'enfermement, dans la ghettoisation, plus il est susceptible, justement, d'être pris par n'importe quel courant. Et c'est ça que nous dénonçons. Nous ne voulons, et jusqu'à maintenant, il y a plusieurs études, justement, à l'INRS, à Montréal, qui ont démontré que les communautés musulmanes n'étaient pas ghettoisées, qu'elles étaient partout, qu'elles habitaient partout, qu'il n'y avait pas vraiment une communauté tissée, serrée, qui habitait ensemble et qui restait ensemble. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est un point favorable pour le Québec, contrairement à une comparaison avec la France, parce qu'on veut toujours ressembler à la France, qui, eux, font tout pour ghettoiser les communautés et on voit les conséquences. Merci beaucoup. Monsieur le député de Matane, Matapédian, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames.
Manifestement, vous êtes contre le projet de loi, ça m'apparaît clair, vous l'avez bien évoqué. Vous parlez d'ostracisation, de rêves qui ne pourraient pas être atteints. Je veux juste préciser qu'on parle de la fonction publique, des employés de l'État, l'enseignement et d'autres fonctions. Parce que quelqu'un qui nous écouterait aurait l'impression que nulle part au Québec, quelqu'un pourrait travailler. Je veux le préciser. C'est important de le dire. Faisons la simulation suivante. Si le gouvernement était arrivé uniquement avec les propositions de la commission Bouchard-Taylor sur les personnes qui ont un rôle coercitif, est-ce que vous auriez été en faveur? Alors, je tiens à mentionner ici, aujourd'hui, que je suis arrivée ici avec un mémoire et une présentation sur les conséquences du projet. Je ne suis pas arrivée ni avec recommandation, d'ailleurs vous allez le voir dans notre mémoire, il n'y a pas de recommandation ni dans la présentation, ni avec une position, est-ce que nous sommes pour ou contre telle ou telle chose. Parce que non, je suis désolée, dans la présentation on a dit qu'on était pour la laïcité de l'État, mais que la laïcité de l'État, elle se posait sur les 4 principes, on était d'accord, on l'a bien énuméré, et qu'on était juste contre le fait qu'on dise que la laïcité de l'État était la laïcité des individus. Pour nous, la laïcité de l'État n'est pas la laïcité des individus. Juste ça. Bon. Ça aurait pu être éclairant parce que peut-être que j'aurais pu trouver que uniquement les propositions de Bouchard-Taylor étaient suffisantes. J'aurais eu envie de vous poser la question de la loi 62. Est-ce que vous étiez en faveur de la loi 62 également? Probablement que vous avez fait des représentations à ce moment-là. On a fait des représentations. Vous étiez en faveur? On était en faveur de la loi 62 avec des recommandations très nettes et claires. Malheureusement, elles n'ont pas été prises en compte. Ça, c'est autre chose. Et puis, on est passé maintenant à une loi 21. Donc, c'est sur ça que nous sommes là maintenant. Et entre-temps, depuis la commission Bouchard-Taylor, je vais vous faire remarquer que même les deux grands penseurs et valeurs de la société ont beaucoup évolué. Et donc, c'est une évolution de la discussion dans tout le Québec sur ce plan. Monsieur le député, en terminant, s'il vous plaît. En tout respect, l'argument de M. Taylor n'est pas un argument pour moi. Je l'ai écouté hier. Donc, même le projet de loi 62, qui est un minimum sur le visage découvert, vous aviez des réserves? J'ai pas dit que j'avais des réserves par rapport au visage découvert. J'ai dit, M. Bérubé, le visage, si vous voulez qu'on parle du visage découvert, on en parle, il n'y a pas de problème, je suis prête à répondre. Je suis pour le visage découvert pour recevoir et donner des services et pour l'identification, la sécurité. Très bien. C'est clair. Parfait. C'est tout le temps qu'on avait. Mesdames, merci infiniment. Merci. Je vais suspendre les travaux pendant quelques instants pour demander aux représentants des CSQ de venir s'asseoir, s'il vous plaît. Merci.